Donc bonjour à tous. Je me présente tout d'abord. Je suis Caroline Dessage, je suis professeure agrégée au département génie civil de l'ENS de Cachan, où j'enseigne dans le domaine des équipements et des énergies principalement. Et puis je fais partie de l'équipe génie civil et environnement au laboratoire de mécanique et de technologie, où je travaille sur la modélisation du comportement des matériaux cimentaires sous diverses sollicitations. L'objet de ma présentation aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous montrer quelle formation est proposée aux étudiants qui sont issus des classes prépa au cours de leur cursus à l'ENS de Cachan et plus particulièrement au département génie civil, ceci afin de les amener à acquérir toutes les compétences qui leur sont nécessaires pour aborder le monde de la recherche, plus particulièrement en génie civil. Donc je vais illustrer mes propos avec des exemples donc plus ou moins simples, qui sont issus de travaux de recherche effectués au sein de l'équipe de génie civil et qui sont qu'une vue partielle des activités qui sont réalisées, bien évidemment. Voilà. Donc tout d'abord, pour parler de génie civil, donc je voulais vous dire deux mots sur le type de structure qu'on est amené à étudier. Donc rappeler qu'il y a deux types d'enjeux qui sont associés à ces structures. Un volet tout d'abord structurel lié à la tenue mécanique de ces ouvrages, de ces bâtiments, et puis un volet transfert, donc associé à des notions de performance énergétique à acquérir, de confinement de structures pour certaines de ces structures industrielles à assurer. Donc vous dire également que à chaque fois, sur chaque type de projet qu'on a étudié, on a affaire à des objets uniques, je vais dire, avec des conditions de toute façon environnementales qui sont à chaque fois différentes, et puis qu'on a affaire à des objets de grande taille, donc forcément on peut se poser la question des essais à réaliser pour étudier le comportement de ces structures et voir qu'il n'est pas possible d'effectuer ces essais à ces échelles-là, d'où la nécessité d'utiliser la modélisation pour prédire le comportement de ces structures avec l'aide d'essais à des échelles plus petites. Voilà. Donc à noter également qu'on a un environnement dans lequel se situent ces structures qu'on maîtrise plus ou moins et donc avec dans un premier temps des interactions sol-structure à prendre en compte, avec tout un volet de la formation qui est dédié à l'étude de la mécanique des sols et des interactions de ces sols avec ces structures que doit soutenir ce sol. Et puis une partie de l'environnement qui est plus liée à la partie fluide, donc qui va être en interaction avec ces structures du point de vue mécanique. On peut parler des actions mécaniques du type vent, etc. Mais également du point de vue transfert, donc avec des transferts hydriques, des transferts thermiques qui vont être mis en jeu. Donc pour réaliser ces structures, on peut utiliser différents types de matériaux. Différents types de matériaux vont être mis en jeu. Moi, je vais vous parler ici plus particulièrement des matériaux cimentaires. D'une part parce que au niveau de la construction en France, c'est un des matériaux privilégiés. Et puis d'autre part parce que ça fait aussi plus particulièrement partie de notre thématique de recherche au niveau de l'équipe génie civil. Et parce qu'on a beaucoup de problématiques associées à ces matériaux cimentaires, donc que je vais vous illustrer. Alors justement, pour parler de ces matériaux cimentaires, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a différentes dimensions à prendre en compte. Tout d'abord, une échelle temporelle associée à ces matériaux, puisque ces matériaux vont évoluer entre leur fabrication initiale et leur mise en place et la fin de vie des ouvrages dans lesquels ils sont utilisés. Et on peut distinguer notamment plusieurs phases, et notamment une première phase d'hydratation de ces matériaux, avec tout d'abord un état fluide dans les premiers temps de vie, les premières heures de ce matériau, et des propriétés rhéologiques qu'on va devoir étudier. Et ensuite, une phase de durcissement durant laquelle le matériau passe à l'état solide et va acquérir petit à petit ses propriétés à la fois physiques et mécaniques souhaitées. Mais donc à côté de cela, ce matériau est aussi soumis à un environnement, comme je le disais, et donc va vieillir au cours du temps
du fait de son exposition à cet environnement, du fait des chargements qui lui sont imposés, du fait des attaques internes qu'il peut subir, etc. Donc tout ça, ça amène à un certain nombre de problématiques, donc associées à des problèmes de diffusion d'espèces agressives, de pression interne, et puis tout ça, ça amène à des déshydratations possibles durant la durée de vie des ouvrages, de la fissuration, qui est à prendre en compte parce que ça va venir jouer sur les propriétés que l'on souhaitait initialement obtenir pour ces matériaux. Deuxième échelle à prendre en compte, c'est l'échelle spatiale. Donc, je vous ai parlé de ces structures à l'échelle macroscopique dont on souhaite qu'elles aient tel ou tel type de comportement, mais ces comportements, ils sont intimement liés aux échelles inférieures, notamment mésoscopiques dans un premier temps, mais aussi microscopiques, voire nanoscopiques. À l'échelle mésoscopique, d'ores et déjà, on a des matériaux qui sont hétérogènes, notamment avec des matrices cimentaires et des inclusions, des granulats qui vont leur donner les propriétés mécaniques plus particulièrement, mais qui, en échange, ne vont pas avoir les mêmes types de comportements vis-à-vis de sollicitation thermique ou hydrique. Et donc, ce qui engendre des incompatibilités et de la fissuration, donc qui peut être engendrée. De la même manière, si on descendait au niveau de la matrice cimentaire et qu'on regardait, qu'on zoomait au niveau de cette matrice, on a de la porosité, donc des fluides également mis en jeu au sein de cette porosité qui vont se déplacer et donc entraîner également des comportements induits à l'échelle macroscopique. Et on peut citer par exemple donc les fissurations induites qui sont liées intimement à ce qui se passe aux échelles inférieures. Donc, on voit apparaître ici un certain nombre de couplages multiphysiques, multiphases, avec ces deux échelles que l'on peut noter, échelle temporelle, échelle spatiale. Et donc, on voit apparaître la nécessité, au cours de la formation des étudiants au sein de l'ENS de Cachan, de prendre en compte ces couplages, et notamment, donc, par rapport à la vue peut-être qu'ils ont des disciplines préalablement qu'ils étudient en classe préparatoire, de jouer sur cette interdisciplinarité et la mise en commun des interactions entre ces différentes disciplines. Donc, si je veux parler un petit peu des ingrédients de formation du coup qui sont à mettre en jeu pour des étudiants durant leur cursus à l'ENS. Donc en termes de formation scientifique, donc on voit apparaître un certain nombre de modèles physiques qu'on va devoir utiliser sur le volet transfert comme sur le volet mécanique, avec des couplages à mettre en place. Et puis, pour utiliser ces modèles, pour comprendre les phénomènes associés physiques, on a un certain nombre de moyens, de techniques d'études qu'on va devoir acquérir, donc à la fois du point de vue expérimental et du point de vue numérique. Alors, à noter plus particulièrement donc dans le domaine du génie civil, la nécessité d'acquérir aussi une certaine culture technologique, donc associée aux structures qu'ils vont être amenés à étudier, et donc la nécessité de leur fournir ces éléments durant leur formation. Donc à présent, je vais vous présenter deux petits exemples. Un premier exemple donc basé sur une problématique uniquement en transfert, et puis un deuxième où je parlerai du couplage transfert-fissuration. Et je vais donc démarrer avec ce premier exemple, donc qui est dédié à l'étude thermique du bâtiment. Donc le contexte que je voulais vous présenter brièvement. Vous le savez, dans le contexte de développement durable qui est mis en jeu depuis un certain nombre d'années maintenant, on essaie de faire en sorte de diminuer au maximum nos consommations énergétiques, notamment au niveau du bâtiment, puisque ça représente à peu près 40% de la consommation d'énergie primaire en France. Tout ça, c'est associé à un certain nombre de réglementations thermiques qui sont mises en place progressivement, et notamment, si je parle de la dernière réglementation thermique qui vient de sortir, on nous impose sur un an d'avoir une consommation d'énergie au niveau du bâtiment qui soit de l'ordre de 50 kWh par mètre carré. Il faut savoir que pour les premiers bâtiments qui ont été construits, les consommations qui y sont associées, qui ont été évaluées ou mesurées, elles correspondent à 10 fois plus, puisque c'était plus de 500 kWh par mètre carré, donc associées aux dépenses énergétiques du bâtiment. Donc pour
réduire ses consommations, on a plusieurs volets sur lesquels on peut jouer, les systèmes qu'on va utiliser, les récupérations d'énergie possibles au sein de ces bâtiments. Je peux parler de ventilation, de récupération sur la ventilation, mais on a un deuxième volet qui est d'abord de jouer sur la structure même de l'ouvrage, du bâtiment, et d'augmenter les performances de ces enveloppes, donc de réduire les déperditions, par exemple. Donc, c'est le premier exemple que je vais vous présenter. Et je vais parler de blocs de béton manufacturés. Alors, pourquoi de blocs de béton manufacturés? Parce que c'est un des matériaux de construction courant, bon marché, au niveau bâtiment, en résidentiel notamment. Et donc l'objectif de cette étude, c'était de jouer sur les performances thermiques de ce BBM, et notamment pour satisfaire au niveau d'exigence des réglementations thermiques. À l'époque de cette étude, c'était pour la réglementation thermique 2005, mais bon, pour vous donner juste un exemple, en termes de résistance thermique pour un mur qui est en contact avec l'extérieur, ce qu'on demande, c'est d'avoir une résistance supérieure à 2,2 m² par Kelvin par watt. Donc l'objectif, les enjeux industriels donc associés à cette étude, c'était d'essayer de jouer justement sur cette réglementation thermique de la paroi constituée en BBM et d'essayer d'arriver à une paroi du type auto-isolante, je vais dire, donc ne nécessitant pas forcément d'isolant supplémentaire. Donc voilà. Sachant qu'on a des contraintes qui sont des contraintes en termes de caractéristiques géométriques et de caractéristiques mécaniques à assurer. Caractéristiques géométriques, je vous ai mis une visualisation du type de bloc, c'est tout simplement pour des raisons de manutention. Et caractéristiques mécaniques pour assurer la tenue de l'ouvrage à terme. Donc les enjeux scientifiques ici, donc ça va être de voir comment est-ce qu'on peut modéliser les transferts thermiques, quels sont les modes de transfert qui sont prépondérants, et puis après d'essayer de rechercher un optimum thermique, donc en termes de matériaux utilisés et puis en termes de forme. Donc, pour modéliser les transferts thermiques, donc, ça fait appel à des analyses multiphysiques non linéaires, à la prise en compte des hétérogénéités, comme je vais vous le montrer. Donc, l'apport de la formation se situe à ce niveau-là. Donc, si on regarde ce qui se passe en termes de transfert thermique, donc au sein de ces blocs béton, donc on a tout d'abord tout ce qui est phénomène conductif, à la fois au niveau du matériau béton, mais aussi dans la lame d'air, évidemment, mais aussi des phénomènes du type convectif et rayonnement qui peuvent être plus ou moins prépondérants en fonction notamment de la morphologie qu'on va mettre en place pour ce type de bloc. Donc, pour ce qui est de la modélisation en général réalisée de ce type de problème, notamment en classe prépa, on part plutôt sur des modèles du type unidimensionnel, homogènes, donc avec éventuellement prise en compte de l'hétérogénéité en faisant des homogénéisations, je vais dire analytiques, en utilisant des analogies du type électrique pour calculer les conductivités thermiques et les résistances thermiques, équivalentes. Le problème, c'est que si on fait ça, on ne prend pas en compte les effets notamment de rayonnement, les effets d'hétérogénéité de la paroi. Alors, ceci donc amène à devoir prendre en compte en cours de formation des modélisations plutôt du type tridimensionnel, prenant en compte ces hétérogénéités. Et je vous ai mis un exemple de simulation réalisée avec des densités de flux surfaciques représentées, où on voit apparaître des points localement néfastes pour la bonne tenue en termes de résistance thermique, notamment au niveau des nervures qui sont situées dans ces blocs béton, mais aussi au niveau du mode constructif lui-même de ce type de paroi-là, puisque les mortiers qui sont utilisés pour assurer la liaison entre ces bétons sont de conductivité en fait beaucoup plus importante et donc forment des ponts thermiques vis-à-vis des transferts thermiques qu'on souhaitait en fait diminuer. Avec ce type d'outils-là, ensuite, on peut amener les étudiants à faire des études paramétriques leur permettant de voir comment jouer à la fois sur les matériaux et sur les formes ensuite de ces blocs.
Donc en termes de matériaux, je vous ai juste mis un exemple d'évolution de ce type de bloc-là. Alors avec l'introduction de pierre ponce plutôt que le béton, puisque les conductivités thermiques associées sont beaucoup plus faibles. Ceci parce que la pierre ponce, c'est un matériau qui est donc poreux initialement, donc avec une conductivité thermique atténuée par la mise en place d'air au sein du matériau. Donc, ce qui nous amène à pouvoir augmenter les résistances thermiques équivalentes. Et là, vous êtes autour de 2 mètres carrés Kelvin par watt, ce qui se rapproche de la réglementation thermique 2012 que je vous avais, dont je vous avais donné les valeurs tout à l'heure. On peut jouer aussi sur la morphologie et puis essayer de travailler sur le nombre d'alvéoles, l'épaisseur de ces alvéoles. Ça, on peut le faire qu'en prenant en compte ce type de modélisation, donc tenant compte des aspects rayonnement qui vont venir augmenter lorsqu'on va augmenter l'épaisseur de lame d'air et donc venir jouer à contrario par rapport à la diminution des transferts conductifs. Et donc vous avez ici un exemple d'étude paramétrique du coût qu'on peut faire avec la mise en place d'un optimum thermique qu'on voit apparaître ici et que j'ai visualisé avec la ligne, le trait discontinu. Donc voilà pour le premier type d'étude que l'on peut faire. Vous voyez que c'est une étude très appliquée, avec un problème à résoudre qui semble relativement simple. On parle uniquement de transfert thermique. Quid des transferts de masse qui pourraient jouer aussi sur le confort hygrométrique, par exemple, qui est à prendre en compte au niveau des performances énergétiques du bâtiment. J'ai travaillé en régime permanent dans ce que je vous ai présenté. On peut aussi se poser la question du régime variable. Et puis, dans ce cas-là, on va pouvoir travailler sur le rôle de l'inertie de ce type de paroi, qui est important également au niveau performance des bâtiments du point de vue thermique. Mais on voit que déjà sur ce type d'exemple-là, on a affaire à différents modes de transfert de chaleur, non linéaires, plus ou moins fortement d'ailleurs, et avec donc du coup la nécessité d'avoir recours à la modélisation pour donner des réponses pertinentes. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Maintenant, je vais vous parler de fissuration et du couplage, transfert, fissuration dans le cadre de confinement de structure. Alors, le contexte que je voulais vous présenter est le suivant. Donc, je vais vous parler de structures du type donc, enceinte de confinement de centrale nucléaire. Donc, j'essaie de récupérer. Voilà. Donc, enceinte de confinement de centrale nucléaire, donc c'est ce bâtiment. Donc dans lequel on veut assurer une étanchéité, bien évidemment, pour éviter les problèmes d'ailleurs qu'on a dont vous avez entendu parler très récemment. Et puis également, on peut parler de stockage de déchets radioactifs, parce que même si on part sur l'idée d'arrêter le nucléaire, de toute façon, à terme, il faudra se préoccuper de ce qu'on va faire des déchets que l'on a actuellement. Donc, sur ces tunnels de stockage radioactif, là aussi, de stockage de déchets radioactifs, pardon, là aussi, il faut assurer un confinement de ces structures et pendant des durées de vie très importantes. Alors, je crois que c'est de l'ordre de 200 000 ans au moins au niveau de ces durées de vie. Et donc là, il est question de durabilité de ces structures et puis des propriétés de transport de ces structures à regarder. Donc la problématique, c'est que ces structures, elles sont soumises à un certain nombre de sollicitations, comme je le disais. Alors je vous ai mis juste 3 exemples, dessiccation, des effets de température lors de la réalisation de ces structures qui vont apparaître, des effets de corrosion. Et tout cela, ça va impliquer un certain nombre de problèmes de fissuration. Et qui dit problème de fissuration, dit mise en place de transferts donc privilégiés au sein de ces fissurations, donc qu'on peut d'ailleurs modéliser avec donc des modèles du type écoulement de Poiseuille, etc. Donc qui vont venir affecter le confinement de ces structures qu'on souhaitait initialement. Donc les enjeux industriels, donc ça va être de
contrôler le confinement de ces structures. Alors je vous ai juste mis quelques photos, alors là avec des enceintes de confinement, et puis ici vous avez le type de fissuration qu'on peut observer, d'accord, que vous observez d'ailleurs peut-être sans doute très mal, puisqu'en fait ça correspond à des ouvertures de fissures qui sont très très faibles, mais qu'on doit contrôler périodiquement au niveau de ces enceintes pour vérifier qu'on n'a pas de fuite trop importante, tout simplement, au niveau de ces enceintes. Donc les enjeux scientifiques, c'était ici d'essayer de prédire la fissuration qui a lieu au sein de ce type de structure-là, et puis ceci en vue de modéliser les transferts induits. Donc, pour prédire la fissuration, là on voit apparaître donc la notion de couplage, transfert mécanique. Et si je parle par exemple des effets de dessiccation, donc dû au fait qu'on a une structure qui est dans un environnement qui a une hygrométrie plus faible, on va avoir des transferts hydriques qui vont s'opérer au sein de la structure vers l'environnement extérieur. Et donc on va devoir modéliser ces transferts et puis après leur couplage avec le point de vue mécanique. Donc ça, on peut le faire via l'utilisation d'outils du type mécanique des milieux poreux non saturés. Alors je vous ai juste mis un schéma pour vous dire qu'au niveau de notre matrice cimentaire par exemple, donc on va avoir de la porosité, au sein de cette porosité des fluides qui vont donc se déplacer et qui vont agir sur le squelette solide de la matrice cimentaire. Et donc on a des phénomènes de retrait qui sont observés, et retrait avec, si on a des gradients importants entre la surface superficielle de notre structure et le cœur de la structure, en fonction des épaisseurs de structure qui sont gardées, on peut engendrer de la fissuration. Donc, si j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'évolution de la formation pour des étudiants issus de classes prépa vers le monde de la recherche. Donc, en termes de transfert, je pense qu'au niveau des classes préparatoires, ils ont des outils en termes de modélisation des transferts de masse, mais avec des études qui sont plutôt du type analytique. L'objet de la formation durant le cursus à l'ENS, c'est de les amener à prendre en compte les non-linéarités, donc de les amener à faire des études numériques, de passer de l'unidimensionnel au tridimensionnel. Je vous ai dit, il y a un effet de taille de structure, d'épaisseur de structure qui est mis en jeu. Donc ça, c'est pour les aspects transfert. Ensuite, on a le couplage à prendre en compte avec les aspects mécaniques. Et puis, au niveau mécanique, je pense qu'au niveau classe préparatoire, on a plutôt affaire à des solides qu'on considère plutôt indéformables ou alors avec un comportement élastique. Là, l'objet de la formation, ça va être de les amener à prendre en compte d'abord de leur donner des outils en termes de mécanique des milieux continus en prenant en compte des solides déformables cette fois-ci, les amener à prendre en compte la fissuration avec les apports en termes de formation de la mécanique de la rupture, et puis de les amener aussi à utiliser donc des méthodes numériques pour résoudre ce type de problème. Donc, quelques mots sur l'échelle d'études, puisque j'en parlais au tout début de mon exposé. Donc, en classe préparatoire, donc, on considère plutôt des matériaux comme étant homogènes, comme je le disais, avec des comportements globaux qu'on va regarder. L'objet de la formation, c'est aussi de les amener à prendre en compte ces hétérogénéités de comportement au sein de ces matériaux. Et là, je vous ai mis un exemple. Alors, c'est des essais de dessiccation. Pardon, si je retrouve de nouveau... Voilà, ça arrive. Donc, des essais de dessiccation qui ont été réalisés en 2002 sur des matériaux modèles, d'abord pour comprendre les phénomènes physiques et puis essayer de voir si nos modèles étaient capables de les prédire, avec une matrice cimentaire, des inclusions qui étaient des billes de verre ici, puisqu'on pouvait facilement contrôler les diamètres de ces inclusions, la fraction volumique qu'on allait injecter, qu'on avait une morphologie simple de ces inclusions, et que ces billes de verre ont par contre le même type de comportement vis-à-vis des phénomènes de dessiccation que les granulats. Donc l'objectif était de regarder, en fonction des phénomènes de dessiccation, ce qui se passait en termes de fissuration. Et ce qu'on voit clairement intervenir ici, c'est des phénomènes de décohésion qui ont lieu entre la matrice cimentaire et les inclusions, donc qui n'ont pas le même comportement, et donc des fissurations à l'interface entre ces deux matériaux. Donc fissurations qui doivent pouvoir être prédites par les outils numériques que l'on va utiliser, et donc forcément, ça amène à devoir prendre en compte ces hétérogénéités au niveau de la simulation numérique que l'on réalise.
Donc voilà le type de comportement que l'on peut obtenir donc en utilisant des outils adéquats pour pouvoir avoir ces effets d'incompatibilité de déformation entre ces deux phases du matériau. Donc dernière chose pour vous dire que bien évidemment on s'appuie fortement également sur des études expérimentales pour effectuer donc d'abord tous les essais de caractérisation des matériaux qui vont nous permettre aussi de servir de données d'entrée à nos modèles et puis également pour pouvoir valider nos modèles à des échelles inférieures et donc avoir des modèles prédictifs, fiables pour travailler aux échelles supérieures. Et donc là, vous avez un exemple donc des essais qui peuvent être conduits pour avoir accès à des comportements globaux. On va par exemple faire des essais tout simplement de compression ou de traction pour regarder le comportement des matériaux, mais également des essais pour obtenir des données locales. Et là, je fais appel à des outils qu'a présenté François Hilde donc pour le premier exposé, avec l'utilisation de la corrélation d'images pour pouvoir avoir accès à des champs de déplacement, des champs de déformation et ensuite à de la fissuration et pouvoir représenter le comportement hétérogène de ces matériaux. Donc, pour terminer, quelques résultats avec des échelles un petit peu plus volumiques. Donc, vous avez ici des essais de dessiccation qui sont effectués. Alors là, pour l'instant, c'est sur des mortiers, donc avec des plus petites tailles de mésostructures étudiées, donc avec des transferts qui peuvent être modélisés, et puis la fissuration induite. Et là, vous avez des exemples sur des échelles plus courantes du génie civil. Donc là, il s'agissait du prolongement de la ligne de métro 4 donc sur Paris, puis d'un tunnel qui a été réalisé avec du béton projeté ici sur la voûte. Voilà un peu le faciès de fissuration en fait qui a été découvert lors de la mise en place et qu'on a essayé d'expliquer en termes de phénomènes physiques mis en jeu. Et voici, pardon, je crois que je me suis trompée. Voilà, je vais revenir. Excusez-moi. Hop, voilà. Et voici, donc si la vidéo marche, le type de prédiction de fissuration qu'on a obtenu. Sinon, voilà. Alors là, les problèmes qui étaient mis en jeu, c'était tout simplement des problèmes thermiques, puisque lors de la mise en place du béton et lors de la réaction d'hydratation de ce béton, on a une montée en température très importante et sur une structure qui est rigide, donc avec une volonté du béton de se déformer, du coup de se dilater, et donc des problèmes de fissuration engendrés à l'interface entre ces deux matériaux. Et voilà le type de fissuration, enfin c'est pas de la fissuration tout à fait, c'est une variable d'endommagement qu'on utilise pour représenter la fissuration de cette structure, et on retrouve des similarités entre les faciès qui sont obtenus expérimentalement et ce qu'on prédit numériquement. Mais là encore, vous voyez qu'on est encore loin de ce qui était apparu en termes de faciès de fissuration, de localisation de cette fissuration ici. Donc voilà, donc pour terminer, au niveau de la formation qui est fournie aux étudiants qui arrivent donc sur l'ENS et durant leur parcours à l'ENS, donc je pense qu'il y a tout d'abord une part importante liée au fait de leur montrer le couplage entre les différentes disciplines, donc d'effectuer une sorte de décloisonnement de ces disciplines. Il y a également l'apport des outils d'études, donc un enrichissement de ces outils à la fois sur les volets expérimental et numérique, la prise en compte des hétérogénéités de comportement de ces matériaux, et ça c'est vraiment très important pour bien comprendre le comportement de ces matériaux cimentaires. Puis je voulais juste vous dire que là je ne vous ai pas du tout parlé d'un autre aspect qui intervient, qui est l'aspect variabilité. C'est d'autant plus vrai au niveau du génie civil qu'on a des matériaux dont on ne maîtrise pas complètement leurs propriétés. Donc sur un chantier entre deux types de gâchets que vous allez avoir de béton, vous allez avoir des propriétés qui peuvent être très différentes et qui peuvent jouer de manière importante sur ce que vous allez prédire en termes de comportement. Et donc pour prendre en compte tout cela, il est important de travailler sur des outils nous permettant d'analyser ces problèmes de variabilité
qui peuvent nous amener à prédire des durées de vie, par exemple, qui soient supérieures par rapport à la réalité de la mise en place, la réalisation de ces structures. Voilà, j'ai terminé, si vous avez des questions. Merci. Merci, mademoiselle Dessat, pour cet exposé. Merci d'avoir illustré vos travaux sur des exemples, notamment industriels. Et merci aussi d'avoir fait l'effort de chercher un lien avec nos classes préparatoires. Je pense que les professeurs ont été sensibles à ça. J'espère que je ne me suis d'ailleurs pas complètement trompée. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que je pensais pas acquises, qui le sont. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là. On va laisser la place à une question. Hervé. Oui, bonjour, merci vraiment pour cet exposé extrêmement clair qui montre bien ce qui se fait dans le génie civil dans cette école. J'ai une question vis-à-vis de la simulation. On voit qu'elle est clairement présente dans toutes les recherches d'ailleurs, y compris François, la tienne. En classe préparatoire aussi, la simulation intervient de plus en plus pour prédire les performances des systèmes complexes industriels, même en 3 dimensions d'ailleurs, parce que de plus en plus on utilise des outils qui nous permettent de le faire. Mais quand je vois quand même la complexité des structures à laquelle en génie civil vous faites face, je me pose la question sur la fiabilité des modèles. Est-ce que ces 2 points, est-ce que c'est encore dans le domaine de la recherche, l'écriture, le design des modèles qu'on inscrit dans les simulateurs? Alors, je pense qu'en termes de prédiction globale des comportements, on est au point. Je pense que par contre, sur des problèmes, par exemple, de prise en compte d'ouverture de fissures, hein, sur ces problèmes qui étaient liés aux enceintes de confinement, sur lesquels on cherche vraiment à prédire les ouvertures de fissures, là, on a encore du travail à faire. D'abord, pour avoir des outils de prédiction de cette fissure, et là, je fais appel à tout ce qui est outils, éléments discrets, par exemple, de modélisation. Mais également sur la partie hétérogénéité du matériau, qui est très importante. Et le problème, c'est que prendre en compte l'hétérogénéité de ce matériau, on peut le faire à des échelles faibles, mais comment se fait le transfert d'informations ensuite à des échelles, donc à l'échelle du mètre, de la dizaine de mètres, donc pour laquelle, en termes d'outils de calcul, on n'a pas encore les compétences pour le faire. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces aspects-là. Rapidement, s'il y a une dernière question, François, est-ce que quelqu'un peut passer le micro à François? Merci. Ma question porte sur le travail de l'étudiant ou du chercheur au niveau de la simulation numérique. Quelle est la part de travail en codage proprement dit de l'étudiant ou du chercheur? Quel est le pourcentage du temps qu'il passe à faire du codage et quels sont les outils qu'il a à sa disposition pour faire ce travail de mise en place du code de calcul? Alors, au niveau du doctorant, si je parle du doctorant, tout dépend d'abord du type de recherche qui est effectuée, à savoir est-ce que c'est plutôt des études expérimentales ou des études purement numériques qui sont mises en place. Je pense que ça représente une part importante en termes de codage, même si on a des personnes qui sont ensuite associées donc à ces études au niveau du laboratoire pour travailler peut-être plus sur la partie implémentation de ces modèles, etc. Mais il y a une grande part du travail qui est effectué par le doctorant lui-même. Donc d'où la nécessité aussi de bien connaître ces outils-là. Et c'est quoi? C'est MATLAB ou c'est des choses proprement construites? C'est très divers. Enfin, moi, pour ce qui est des présentations que je vous ai, enfin des exemples que je vous ai fournis, c'est des codes aux éléments finis du type, alors CAS3M, qui est un code qui est développé par le CEA. Ou FIP. Alors ça, c'est des études qui sont effectuées avec un code de calcul qui a été développé en Allemagne. Donc, et avec pour cet outil-là, les travaux actuels, c'est de passer à des outils éléments finis, mais permettant d'avoir une prise en compte de la fissuration de manière discrète.
donc avec des sauts de déplacement, des ouvertures de fissures qui sont donc déterminées. Donc, les outils peuvent être divers. Je pense, en plus, je parle génie civil. Je pourrais parler aussi de code de calcul du type Abacus. Ça peut être du MATLAB. Enfin, les outils sont vraiment très, très variés. Et donc, durant la formation, c'est aussi l'objet des projets qu'ils ont et de la formation qu'ils acquièrent, de travailler sur ces différents types d'outils. Merci. Voilà. Merci. Je suis désolé, on va devoir partir en visite. Et donc, pour ne pas perdre de temps, on a déjà 10 minutes de retard. Et il va falloir qu'on y aille. Alors, excusez-moi, avant de partir, on va applaudir quand même. Merci, Jean. Ne partez pas, hein, on a 2 minutes d'explication pour les visites.